Et par rapport à cette question du choix, puisque finalement, si j'ai bien compris, le Yiking va être une aide au choix entre différentes possibilités de futur qui s'offrent à nous, il y a cette question du libre arbitre. Est-ce que le Yiking est une aide au libre arbitre? Oui, 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 mais on pourrait, oui, je pense que le Yiking est évidemment une aide au libre arbitre. Mais bon, il faudrait peut-être définir le libre arbitre. Donc, le libre arbitre, à mon sens, il est issu de la nécessaire difficulté de connexion entre le soi et le moi. En réalité, donc, on a deux. Le moi, il a sans soi, sans connexion, il est associé, il va réaliser un futur dans lequel il n'aura pas de libre arbitre parce que ce futur va suivre les lois physiques, c'est-à-dire au niveau de la conscience, finalement, un conditionnement, le conditionnement social, enfin, toutes les sources de conditionnement. C'est évident que s'il n'y a pas de connexion transcendante qui vient apporter des informations, on ne sort pas de la logique et de la causalité. Donc le moi a un certain futur qui va même suivre, qui va pouvoir éventuellement suivre cette fameuse loi de l'entropie qui augmente tout le temps et finalement l'emmener vers le désordre, c'est-à-dire à un moment donné où la personne va souffrir. Et inversement, si on considère le point de vue du soi, si la personne, admettons qu'elle soit parfaitement connectée au soi, elle finit par avoir à tout moment elle risque d'avoir la connaissance même de son futur et de ne plus exercer le moindre libre arbitre non plus, parce qu'elle va écouter sa voix intérieure et la joie qui l'accompagne va la conduire automatiquement vers un futur qu'elle n'aura donc pas choisi non plus. C'est-à-dire si on écoute bon, peu de gens sont suffisamment reliés, je pense, pour vivre ça. Hein. Je ne sais plus comment les bouddhistes appellent ce type de voix. Enfin, je crois que c'est Krishnamurti ou Sri Aurobindo qui disaient eux-mêmes qu'il n'y a pas de libre arbitre justement à ce niveau-là, parce que si on écoute son soi, voilà, on ne fait plus de choix. Tout est finalement déterminé par cette voix intérieure. Et donc, il n'y a pas de libre arbitre, ni dans la voix du soi, ni dans la voix du moi. Par contre, entre les deux, oui. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de déconnexion complète, quoi que ça puisse arriver, bien sûr. Et il n'y a pas non plus de connexion totalement ouverte. Et d'ailleurs, il y a une nécessité pour la personne qui... Alors, je vais parler d'âme, l'âme, en identifiant l'âme au soi, il y a une nécessité, il y a un... Bon, je me positionne dans l'idée d'une nécessaire évolution de l'âme. Hein. Et donc, cette évolution de l'âme, elle est pour être réussie, c'est-à-dire pour apprendre à sans cesse améliorer son futur dans le contexte d'un univers cyclique, faudra revenir là-dessus. Hein. On pourrait dire que on pourrait opposer à cette idée d'évolution de l'âme l'idée que puisque le soi détermine le meilleur futur de la personne, du moi, pourquoi ne pas lui donner la connaissance de ce futur et le problème à travers cette connexion. Cette connexion pourquoi cette connexion est-elle imparfaite et ne nous apporte-t-elle pas la connaissance de notre meilleur futur? Eh bien, parce que si on connaissait notre futur idéal, notre meilleur futur, avant d'avoir évolué, on n'irait pas. Parce que si cette évolution nécessite de traverser des épreuves, ce n'est que lorsqu'on a traversé ces épreuves et que finalement on arrive effectivement à un bien meilleur futur et qu'à ce moment-là, parce qu'on a évolué, on se dit que finalement c'était bien de vivre ces épreuves. Ça, c'est OK pour la personne qui les a vécues, mais c'est pas OK pour la personne qui n'était pas la même avant d'avoir vécu. Donc, il y a une nécessité, je dirais presque cybernétique, en tout cas rationnelle, de ne pas connaître son futur, d'avoir une
une mauvaise vue de son futur. Et de même qu'il y a évidemment une nécessité de ne pas laisser la connexion se fermer définitivement. Et donc finalement, le libre arbitre, et je dirais même la perfection de l'imperfection de l'humain, se trouve entre les deux, se trouve dans la nécessaire équilibre, dans le fait de devoir trouver une voie médiane entre l'ancien futur et le nouveau futur, entre la voie du moi et la voie du soi, fondamentalement imparfaite, mais qui va permettre donc finalement d'optimiser le trajet et l'évolution de la personne. C'est-à-dire que vraiment, il y a une perfection dans cette imperfection de la connexion qui est doublée par le fait que, en plus, cette connexion peut être un leurre. C'est-à-dire que si le mental s'empare de l'idée que, en se connectant à son soi, même imparfaitement, on peut finalement récupérer de l'information qui nous permet d'aller vers notre meilleur futur, évidemment, il va nous leurrer. Il va confondre la joie et le plaisir de son propre leurre pour essayer finalement, c'est son inconscient dont il va être esclave qui va parler et lui faire croire. Et donc là, on est dans une sorte de fausse spiritualité, où on est peut-être dans l'ego spirituel, mais il y a ce risque-là. Et donc, le libre arbitre se situe aussi dans cette imperfection du fait qu'on a besoin d'un cerveau, mais en même temps, on aurait besoin qu'il ne vienne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas. Et donc, il y a cette double imperfection typique mais qui est fondamentale finalement pour aller vers le meilleur. Et moi, je trouve ça sympathique et vraiment plein de sens, le fait que finalement l'humanité se caractérise par de l'imperfection. Donc voilà, et donc c'est là que se trouve la clé du libre arbitre. Donc finalement, rester dans l'entre-deux, entre le moi et le soi, fait de nous des humains.